Bien, tout d'abord, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ce soir pour ce nouveau webinaire sur la sortie, organisé à l'occasion de la sortie du rapport national sur les lieux de rétention. Il va y avoir plusieurs interventions de chaque association pour présenter un peu les grandes thématiques de ce rapport. Mais tout d'abord, un petit message sur le fonctionnement de ce webinaire. Toutes les questions ne seront que posées par écrit et ensuite on les transmettra aux différents orateurs et oratrices. Vous avez en haut de votre fenêtre un petit onglet Q et R comme questions et réponses. Et donc, vous pouvez dans cet onglet-là poser une question qui nous sera transmise et ensuite on pourra la poser aux différentes personnes qui auront pris la parole sur les sujets. Il y aura deux grandes sessions de questions. La première, après la présentation de la partie statistique, et la seconde, après le focus sur l'outre-mer et notamment sur Mayotte. Donc voilà, vous aurez ces deux moments-là pour entendre des réponses à vos questions, mais n'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment. Et ensuite, il y aura un dernier temps de questions après la présentation de Madame Alasseur qui clôturera ce webinaire. Donc voilà, tout à la fin. Donc n'hésitez pas à poser des questions un peu quand vous voulez dans cet onglet QR en haut. Et je vais tout de suite laisser la parole à Jean-François Ploquin de Forum Réfugiés concernant l'introduction de ce webinaire et la présentation de la rétention administrative. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Au nom Timad et Solidarité Mayotte, je vous souhaite la bienvenue à mon tour au sein de ce webinaire consacré à la présentation, à l'occasion de sa publication, de notre 13e rapport conjoint sur la rétention administrative en France. Avant de laisser la parole aux autres intervenants, je vais donc, comme ça a été annoncé, procéder d'abord au rappel de quelques généralités. D'abord, un rappel historique. Pour citer un des meilleurs connaisseurs du sujet, Nicolas Fischer, chargé de recherche au CNRS, dans un article qui était paru en décembre 2020 dans la revue Questions pénales, la rétention, je cite, ni complètement exceptionnelle, ni totalement anodine dans un état de droit, est une institution au statut durablement problématique et au fonctionnement complexe en tant qu'elle combine d'un côté un dispositif de surveillance et de répression et de l'autre des acteurs et procédures qui visent à en limiter les effets. La fin, sans remonter trop loin, la fin de l'immigration de travail en 1974 s'est accompagnée d'un contrôle accru de l'immigration irrégulière et d'une officialisation de la pratique de la rétention, mais aussi d'une vigilance des associations. Celles-ci saisissent les tribunaux et dénoncent la situation faite aux étrangers, en particulier dans un hangar de la gare maritime d'Arinques à Marseille, où étaient enfermés par la police dans des conditions exécrables, sans contrôle du juge, sans assistance sociale ou juridique, des ressortissants étrangers en attente d'expulsion. En 1978, le Conseil d'État admet la légalité de l'enfermement des étrangers en instance de renvoi forcé, à condition que la loi l'encadre en incluant les garanties de l'état de droit. C'est la loi du 29 octobre 1981 qui légalise la rétention administrative par l'ajout d'un article 35 bis à la fameuse ordonnance modifiée du 2 novembre 1945. Et au fil des textes, au contrôle juridictionnel du juge judiciaire s'ajoute la présence d'intervenants sociaux et juridiques, à commencer par la CIMAD, à laquelle une mission est confiée en 1984, et s'ajoutent d'autres associations à partir de 2010, et puis l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, et une antenne médicale. On en parlera tout à l'heure. Un décret de mars 2001 définit les droits des personnes retenues, dont l'exercice effectif fait précisément l'objet de la mission qui est confiée à nos associations. De 6 jours en 1981, la durée maximale de rétention est passée à 45 jours en 2011 et à 90 jours en 2017. Elle peut s'étendre à 210 jours lorsque l'étranger était condamné pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constaté. Je ferai seulement 3 notations relatives à la période la plus récente, les dernières années et jusqu'aujourd'hui. La première, en principe, seuls les étrangers qui ne présentent pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'obligation qu'il aurait faite de quitter le territoire français, fameuse OQTF, eh bien, seuls ces étrangers qui ne présentent pas de garantie de représentation devraient faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Notre constat, c'est que la pratique préfectorale ordinaire privilégie le placement en CRA et trop souvent sans que soit exercé un discernement suffisant et trop souvent de manière disproportionnée.
La deuxième notation est relative à une instruction du ministre de l'Intérieur en date du 3 août 2022, donc récente, qui précise les modalités d'application d'une circulaire du 29 septembre 2020. Et cette instruction rappelle au préfet que la rétention doit être prioritairement destinée aux étrangers en situation irrégulière, auteurs de troubles à l'ordre public. Les effets de cette instruction sont particulièrement documentés dans notre rapport de cette année et Mathilde Buffière, tout à l'heure, y consacrera son intervention. Troisième notation rapide, nous observons une augmentation significative du nombre de placements en rétention de personnes particulièrement vulnérables, par exemple en situation de handicap ou atteintes de maladies graves ou souffrant de troubles psychiatriques ou placées sous tutelle. Un rappel maintenant des différents types de lieux de rétention. On distingue les centres de rétention administrative, les CRA ou CRA, et les locaux de rétention administrative, les LRA. Un CRA, c'est un lieu de privation de liberté qui ne dépend pas de l'administration pénitentiaire, mais des préfectures, et où sont maintenus les étrangers durant le temps strictement nécessaire à l'administration pour mettre en œuvre les formalités d'éloignement, c'est ce que disent les textes. Et ces formalités, c'est notamment le choix, la détermination d'un moyen de transport et aussi l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires. On compte aujourd'hui 25 centres de rétention, 21 en France métropolitaine, 4 dans les départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion. Il faut noter que la construction de nouveaux CRA est projetée à Béziers, à Bordeaux, au Mesnil-Amelot, qui n'en est pourtant pas dépourvu, et à Orléans. Ces 25 centres totalisent un peu plus de 2000 places. Certains ne reçoivent que des hommes, d'autres des femmes et des hommes, et 11 sont habilités à recevoir des familles. Un CRA doit répondre à des conditions minimales d'hébergement, en termes d'espace par personne retenue, de superficie, de mètres carrés, de couchage, de sanitaire, etc. Dans la pratique, on observe de grandes disparités et, dans certains centres, des situations de promiscuité, de manque d'intimité ou de conditions de rétention dégradées. Je pense notamment au CRA de Nice, qui est installé dans une ancienne caserne en attendant son déménagement dans un nouveau bâtiment. Quant à la légalité du placement en centre de rétention et des conditions dans lesquelles il se déroule, elle est contrôlée par le juge des libertés et la détention, le JLD, qui est, comme chacun sait, le garant des libertés individuelles. Alors, s'il n'existe pas de CRA à proximité du lieu d'interpellation de la personne, celle-ci peut être placée dans un local de rétention administrative, un LRA, lequel peut être créé par simple arrêté préfectoral de façon permanente ou temporaire et qui est soumis à des exigences en matière d'équipement bien plus faibles que celles des CRA. De fait, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, prévoit la possibilité, qui donc en principe est résiduelle, de rétention, possibilité de rétention ailleurs que dans les centres prévus à cet effet, en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, qui font obstacle à un placement en centre de rétention administrative. Cependant, nous observons un détournement de l'esprit de la loi à travers la création de LRA permanents à proximité de CRA, comme à Nice, ou voire même à l'intérieur d'un CRA, comme c'est le cas à Marseille. Au 30 juin 2022, c'est un chiffre fourni par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, on dénombrait 27 LRA pour une capacité de 119 places en métropole et 35 LRA dans les départements d'outre-mer. Donc vous voyez que le LRA est encore davantage sollicité comme dispositif outre-mer, et notamment à Mayotte. Donc nos associations n'ont pas de visibilité sur le nombre de créations de LRA, ni sur celui des placements dans ces lieux. C'est donc clairement un angle mort de nos données 2022. On a sollicité les services du ministère pour avoir ces chiffres, mais ils n'ont pas répondu à notre demande. Dernière précision concernant les intervenants en centre de rétention. En premier lieu, bien entendu, la police aux frontières, qui est en charge de la gestion globale du centre. Elle doit assurer le bon fonctionnement du centre dans le respect de la dignité et de la sécurité de l'ensemble des occupants. Les personnes retenues au CRA sont donc sous sa responsabilité. Elle fait par ailleurs appel à des prestataires extérieurs pour la restauration, le nettoyage, etc. Il y a ensuite l'OFII, l'Office français pour l'immigration et l'intégration, qui exerce une mission d'information, de soutien et d'écoute des étrangers. Il lui appartient également de répondre aux problèmes matériels lorsqu'il s'agit de récupérer des bagages, de récupérer des économies sur un compte, les derniers salaires versés, d'effectuer des achats. Le service médical, comme son nom l'indique, a pour mission la prévention et la dispense des soins individuels aux personnes retenues. Il assure donc le suivi médical en veillant au suivi antérieur et postérieur à la rétention
et est en charge aussi bien des aspects de diagnostic et de traitement. Et puis, last but not least, j'allais dire, une association habilitée dans le cadre d'un marché public depuis 2010 qui assure une mission d'information et d'aide à l'exercice effectif des droits des personnes retenues au titre de l'article R 744-20 du CESEDA. Nos équipes rencontrent les personnes placées, leur expliquent leurs droits, les accompagnent dans l'exercice de ces droits et le font souvent dans l'urgence. Pour rappel, le délai pour saisir le juge administratif est de 48 heures. Pour faire appel de la décision du JLD devant la cour d'appel, c'est 24 heures. Nos intervenants effectuent le recours devant les juridictions pour ceux qui n'ont pas d'avocat personnel. Ils accompagnent, le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile, au besoin mettant en lien la personne retenue avec sa famille. Alors, nos associations au sein d'un comité de pilotage s'attachent, et c'est un comité de pilotage qui est très vivant, qui se réunit régulièrement, s'attachent à garder une vision nationale de l'enfermement en centre de rétention des étrangers en France, puisque chacun est présent dans un certain nombre de centres. Il est important de conserver une vision nationale et de produire ainsi ce rapport conjoint qui permet de vous partager les données chiffrées ainsi que nos constats et nos analyses. Je tiens à ce sujet, au nom des directions de nos 5 associations, souligner l'important travail au fil de l'eau et puis, bien entendu, lors de la rédaction du rapport, de souligner l'important travail de recueil, de gestion, d'analyse des données qui est accompli par nos équipes dans les centres et dans nos sièges respectifs, qui reçoivent ici nos remerciements appuyés pour ce travail qui s'ajoute à l'accomplissement de leur mission quotidienne dans les centres dans des conditions souvent difficiles. Donc, notre webinaire se poursuit de la manière suivante. Adrien Chim, directeur du service rétention de France Terre d'Asile, exposera les données collectées, consolidées et les principales analyses qu'elles induisent. Mathilde Buffière, qui est chef du service rétention du groupe SOS Solidarité ASFAM, présentera les grandes lignes de notre réflexion sur le sujet que j'ai mentionné tout à l'heure de la menace pour l'ordre public, qui est au centre de notre rapport 2022. Daniel Franz, qui est responsable national de rétention à la CIMAD, fera un tour d'horizon de la situation dans les départements d'outre-mer. Et Gilles Foucault, qui est directeur adjoint de Solidarité Mayotte, décrira la rétention à Mayotte, département dont la situation, comme chacun sait, est au centre de l'actualité. Et puis le webinaire s'achèvera par l'intervention de Madame Elsa Lasseur, qui est responsable du pôle droits fondamentaux des étrangers chez le Défenseur des droits, et que je tiens, au nom de 5 associations, à remercier vivement pour sa présence et pour son intervention. Voilà, après ce rappel des fondamentaux, je transmets le micro à Adrien Chim de France Terre d'Asile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, m'incombe la lourde tâche de vous présenter la partie un peu moins marrante qui sont les statistiques nationales. Alors moi, je vais me concentrer uniquement sur l'Hexagone. Mes collègues Dalia Franz et Gilles Foucault présenteront, eux, l'outre-mer. Donc, nous avons tous vu probablement ou lu la presse concernant l'intervention de Madame la Première ministre Elisabeth Borne, qui table la future politique d'immigration sur l'efficacité. Force est de constater que depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs ont abordé la politique d'éloignement et de rétention sous l'angle exclusif de cette pseudo-efficacité, mais plus exactement sur la politique du chiffre. Alors, comment on peut définir cette politique du chiffre? C'est plus d'OQTF, plus d'éloignement et plus de places en rétention de manière systématique. Pourtant, ce que je vais essayer de démontrer par mon intervention, c'est que la réalité est bien différente. Si on se replace dans le contexte de l'éloignement, il faut noter sur le seul angle de l'obligation de quitter le territoire français, la France est depuis 2015 la première pourvoyeuse de OQTF dans l'Union européenne. Depuis 2015, la France délivre à peu près un quart des décisions d'OQTF sur l'ensemble du territoire de l'Union. À savoir qu'en 2022, on n'y échappe pas, hein,
les chiffres qui n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport font état de 135 645 OQTF. Et pour la première année, la France détient un tiers de l'ensemble des OQTF prises sur l'ensemble du territoire de l'Union. Malheureusement, ou heureusement, selon les points de vue, dans les faits, malgré cette pléthore de mesures, en termes d'éloignement, il n'y a pas de changement significatif. Il faut noter que depuis 2013, les chiffres montrent, hors période du Covid, où la fermeture des frontières avait réduit drastiquement les éloignements, les OQTF, pour la France, en tout cas, c'est entre 10 et 15 000 mesures exécutées chaque année depuis 2013. Quelle est la première des conséquences de cela? C'est que mécaniquement, le taux d'éloignement de ces mesures s'effondre. En 2020, on est passé sous la barre des 10% de mesures exécutées. En 2022, on est encore dans cette tendance avec 9% de mesures exécutées. Ça le montre bien que dans une première phase, on voulait plus de mesures d'éloignement. Les autorités y sont arrivées, sauf que les éloignements ne suivent pas et donc on arrive dans une seconde étape de la politique où l'administration veut éloigner toujours plus avec des taux d'exécution toujours plus élevés. Et je vous ai présenté les OQTF, hein, mais il faut savoir que ces chiffres ne tiennent pas compte de toutes les autres mesures qui existent, hein, notamment au premier rang desquelles le transfert du Dublin, qui est l'objet de mesures assez nombreuses, et les autres mesures comme l'interdiction du territoire français ou les arrêtés d'expulsion, qui sont, comme on l'a pu tous le constater, en net progrès, en net progrès sur le territoire, hein. On voit de plus en plus de ces mesures qui restaient par le passé beaucoup plus exceptionnelles. Le premier impact de cette pléthore de mesures prises de plus en plus, c'est tout simplement l'embolie des services préfectoraux, hein, qui sont en charge de l'instruction des dossiers et le suivi des éloignements. Premièrement, au niveau de l'instruction, ce qu'on constate, c'est que même de moins en moins, les administrations procèdent à un examen individuel, réel et sérieux des situations. On rentre dans une logique de traitement automatisé et déshumanisé des procédures d'éloignement. Dès qu'une personne est en soi-disant situation irrégulière, il faut automatiquement qu'elle prenne une OQTF sans considération aucune de sa situation. La première victime d'une telle politique et d'une telle pratique administrative, c'est bien évidemment les personnes, mais surtout leurs droits fondamentaux qui sont violés de manière de plus en plus récurrente. On peut noter la multiplication du non-respect du droit au recours, c'est-à-dire que les personnes sont éloignées avant qu'une juridiction administrative n'ait statué sur leur éloignement, pratique qui est dans l'écrasante majorité des cas complètement illégale, sans que l'administration ne s'en émeuve. On constate aussi également depuis des années la progression d'année en année du nombre d'étrangers retenus alors qu'ils souffrent de pathologies graves qui pourraient les protéger contre l'éloignement et du défaut de soins dans les centres de rétention. On peut encore noter l'absence de considération de plus en plus flagrante des liens familiaux et personnels en France, hein, que ce soit le conjoint, la femme, le mari ou les enfants, avec des éloignements à tout prix. Et ce que nous dénonçons notamment par une tribune encore récemment sur l'enfermement des enfants avec leur famille. Si par le passé, on avait une petite décrue de cet enfermement, il était visiblement purement conjecturel lié au Covid. Aujourd'hui, on a une reprise de la progression de l'enfermement des enfants avec leur famille. Et sans rentrer trop dans le détail, on a aussi une reprise de la progression de l'enfermement des mineurs
considérés arbitrairement majeurs par l'administration sans évaluation aucune. Mais parmi ces droits fondamentaux, je voudrais m'arrêter tout particulièrement sur ce que je considère le plus important pour les personnes enfermées en rétention, c'est la garantie que la rétention ne durera que le temps strictement nécessaire à l'éloignement. C'est-à-dire qu'on ne peut enfermer théoriquement que des personnes que l'on peut éloigner, alors que dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Un des premiers indicateurs qui nous permet de considérer que ce droit est de moins en moins bien respecté, c'est l'allongement continu de la durée moyenne de rétention. À savoir qu'en 2017, la durée moyenne de rétention était à 13 jours. En 2022, on est passé à 23 jours. Tous les ans, depuis 2017, la durée moyenne de rétention s'est allongée. Et je voudrais souligner encore une fois que cette durée de rétention de plus en plus longue n'a pas permis une augmentation significative du nombre d'éloignements. Et bien sûr, à contrario, elle a dégradé énormément les conditions de rétention des personnes dans des centres qui ne sont pas adaptés à des telles durées de rétention. Pour préciser encore plus mon propos, il faut savoir que ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est que la majorité, l'écrasante majorité des éloignements ont lieu dans les premiers jours de la rétention. Et plus la rétention est longue, plus la personne reste en rétention, statistiquement, moins elle aura de chances d'être éloignée. Juste pour illustrer ça avec des chiffres, parmi tous les éloignements que l'on a comptabilisés, encore une fois, en métropole dans l'Hexagone, près de 80% ont eu lieu dans les 30 premiers jours de la rétention. C'est-à-dire que 80% des éloignements qu'on a comptabilisés au total se sont faits en moins de 30 jours. Si on prend l'ancienne durée maximale de rétention qui était à 45 jours avant les réformes de 2018, on arrive à 90% des éloignements comptabilisés qui ont déjà eu lieu dans les 45 jours. Et donc, pour les 45 jours suivants, seulement 10% du total des éloignements vont être réalisés sur ces périodes-là. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le nombre de personnes qui vont atteindre ce maximum de rétention actuel qui est de 90 jours n'a cessé d'augmenter et de manière extrêmement significative. Si à l'entrée en vigueur de la loi, on a comptabilisé toutes nos associations 70 personnes qui atteignaient les 90 jours, pour l'année 2022, 472 personnes ont été enfermées 90 jours. Et à l'issue de ce 90e jour, ils ont pu être libérés, assignés, subir d'autres formes telles le déferment de fin de rétention, voire pour une très faible partie être éloignés au 90e jour de rétention. Donc le nombre de personnes ne fait qu'augmenter, qui vont subir des rétentions très longues avec l'impact psychologique que cela implique et dans des conditions qui ne sont absolument pas adaptées à des telles durées de rétention. Enfin, sur l'éloignement, je voudrais m'arrêter pour vous parler de qui est éloigné et surtout vers où les personnes sont éloignées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la politique d'éloignement, en tout cas depuis les centres de rétention, se fait à une grosse majorité vers un autre pays de l'Union européenne. La majorité des mesures se font vers les autres pays de l'Union européenne, au premier rang desquels l'exécution de mesures de transfert Dublin. Et également, aussi, ce qui est important de noter ici, c'est que cela concerne aussi une part importante de citoyens de l'Union européenne qu'on considère comme indésirables. Enfin, pour ce qui est du reste des éloignements vers des pays hors de l'Union européenne, hors de l'espace Schengen, le premier pays de destination, c'est l'Albanie et devant tous les autres,
puisque à lui seul, il représente 22% du total des éloignements depuis un centre de rétention. Cette population albanaise est particulièrement ciblée parce qu'elle permet d'alimenter cette politique du chiffre de l'éloignement. On éloigne les Albanais, notamment du fait que la population qui est en transit dans le nord de la France est assez peu encline à s'opposer à cet éloignement, voire même volontaire à cet éloignement, puisqu'ils n'ont pas de velléité de s'établir en France. Et les autorités albanaises sont extrêmement coopératives. Par ailleurs, nombre d'entre eux possèdent un passeport biométrique qui permet de faciliter l'éloignement. Et cette pratique qui sert à nourrir les chiffres de l'éloignement interroge beaucoup dans le cadre de la rétention, puisque des personnes qui consentent à leur éloignement, normalement, ne devraient pas finir en centre de rétention. Elles devraient avoir la possibilité de repartir librement vers leur pays d'origine. Ça me permet d'aborder le sujet de la rétention. Aujourd'hui, qu'en est-il? Il faut nourrir cette politique du chiffre et comme l'a justement souligné Jean-François Ploquin avant moi, il faut toujours plus de places en CRA. Aujourd'hui, on a une administration qui visiblement n'est pas capable de concevoir une politique d'éloignement en dehors de l'usage des centres de rétention administrative, en dehors de l'usage de la contrainte. Je vais répéter un peu ici, mais entre 2022 et 2023, on a franchi la barre symbolique des 2000 places théoriquement disponibles. Et même pire, le ministère de l'Intérieur, dans sa loi de programmation de finances, a fixé comme objectif 3000 places à l'horizon 2027. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps sur les centres de rétention. Je voudrais m'attarder un petit peu sur les LRA, donc, qui ont été présentés avant moi. Ces locaux de rétention administrative, alors qu'ils étaient créés pour des considérations exceptionnelles, de temps et de lieu, avant que les personnes soient conduites dans un centre de rétention administrative. Aujourd'hui, ces LRA s'intègrent de plus en plus dans la politique d'éloignement de l'administration. On s'en sert au même titre qu'un centre de rétention de plus en plus aujourd'hui. À l'image des centres de rétention construits à proximité, des LRA construits à proximité des centres de rétention, au dernier rang duquel le LRA de Nanterre. Notamment une pratique qu'on suppose servir ces LRA, c'est la pratique, ce que nous appelons les placements de confort et ce qui, pendant un temps, dans l'administration, s'appelait les BNB. Qu'est-ce que c'est un BNB? C'est un placement à des fins logistiques. La personne est souvent, voire systématiquement, interpellée tard le soir et conduite vers un local de rétention ou un centre de rétention pour être, dès le lendemain matin, éloignée, alors, soit dans le cadre d'un transfert Dublin, soit dans le cadre d'une OQTF. L'intérêt de cette pratique est uniquement à des fins logistiques. Souvent, il s'agit soit pour organiser un vol tôt le matin, ce qui fait que l'organisation logistique pour la police est compliquée et donc il vaut mieux interpeller les personnes le soir, les conduire dans un centre de rétention et tôt le matin, les conduire vers l'aéroport ou tout simplement pour les rapprocher si l'aéroport de départ est très éloigné du lieu de résidence de la personne. Cette pratique nous inquiète d'autant plus que, comme l'a souligné M. Ploquin, nous n'avons aucune visibilité sur ce qui se passe ou même les conditions matérielles de rétention dans ces locaux de rétention administrative. Et par ailleurs, ce qu'il faut surtout noter, c'est les droits considérablement réduits dans ces lieux. Il n'y a pas d'association juridique, il n'y a pas
de conseils juridiques disponibles, il n'y a pas de médecin prévu dans ces lieux de rétention administrative, donc on est dans une opacité complète. Je voudrais conclure sur vraiment l'idée que cette politique du chiffre, à l'instar de beaucoup d'administrations publiques ou même des services publics, ne fait qu'une seule chose. À moyen constant, avec un sous-effectif policier notamment chronique dans les centres de rétention, cela ne peut conduire qu'à une seule chose, c'est une politique hors sol qui s'automatise et se déshumanise et qui engendre de la violence et des violations des droits fondamentaux. Pour plus de détails sur les statistiques concernant la rétention, je vous invite à aller consulter la partie sur les statistiques dans notre rapport, sur notre analyse statistique. Et maintenant, à moi de laisser la parole à Paul pour la première phase de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 premières interventions. Il y a déjà quelques questions, notamment sur, justement sur les locaux de rétention. La première question, pourquoi est-ce qu'aucune association n'intervient dans les locaux de rétention administrative et quel est l'impact de cette absence, l'impact de l'absence du coup sur l'exercice des droits des personnes enfermées? Peut-être Jean-François, concernant la rétention et l'exercice des droits, ou Hassan à côté de toi. Pour activer le micro, ouais. Aucune association dans les LRA. Pourquoi aucune association dans les LRA? Il est arrivé que les préfectures cherchent à conventionner avec des associations pour une intervention LRA, mais c'est déjà extrêmement compliqué parce que je pense qu'on ne disposera jamais des moyens pour accompagner convenablement les personnes, bien évidemment. Mais le plus compliqué dans l'existence des LRA, c'est plutôt le fait que les préfectures peuvent en créer quand ils veulent et où elles veulent aussi. C'est un réel problème. Je prends l'exemple de Marseille. Il fut un temps où, parce qu'il y a eu un incendie, ils ont créé les LRA exceptionnellement pour y mettre des personnes. Les LRA de Nice se trouvent à 20 minutes à vol d'oiseau du CRA, ce qui est, de notre point de vue, une augmentation de fait de la capacité du CRA, parce que les personnes qui sont LRA le matin sont déjà affichées sur le tableau du CRA. Et en plus, à Nice, ils ont conventionné avec un avocat, et je peux vous assurer que de notre observation, en plus de 2 années, on n'a jamais vu une requête partir du LRA. Donc, c'est extrêmement compliqué d'accompagner les personnes. Quand ils arrivent dans les CRA, nous sommes à quelques minutes de la fin des délais, ou parfois même les délais sont dépassés. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les LRA sont des centres de rétention qui sont un peu trop utilisés et où, effectivement, les droits sont vraiment au rabais ou inexistants. Merci Hassan. Autre question, toujours sur les conditions de rétention administrative. Pourquoi les centres de rétention ne sont pas adaptés à l'enfermement de longue durée, peut-être en comparaison avec les prisons? Si je peux me permettre de répondre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été conçus. Hassan, si tu veux reprendre, ou Adrien, puisque tu parlais aussi des conditions de rétention. Vous m'entendez? Oui, je reprends. Donc, tout simplement parce que les centres de rétention ont été construits à des périodes où ils n'étaient pas conçus pour cela. Notamment, enfin, celui, je pense, ils ont été construits pendant les années 2000 où la rétention durait moins de 30 jours. Donc, en fait, c'est des locaux inadaptés en termes d'espace de vie, hein. Sur les plus vieux centres de rétention, on est sur des cellules à plus de 2 personnes par chambre. Notamment, je vois un ancien centre de rétention, celui de Boissel, où ils sont entre 5 et 6 personnes par chambre. Donc, c'est-à-dire absolument aucune intimité. Le nombre de douches, il y a une douche par chambre. Donc, vous voyez, pour 60 personnes, une seule douche,
alors que la norme dans les centres les plus récents, ce sont des chambres de 2 et une douche par chambre, pardon. Donc, tous ces facteurs font que la rétention n'est pas adaptée. Il y a eu toute une problématique sur l'occupationnel également, hein, puisque dans les centres de rétention, il n'y a rien à faire, contrairement à la prison où même si les conditions peuvent être difficiles, la vie est rythmée en détention. Alors que en centre de rétention, la vie n'est pas rythmée du tout et les gens ne font qu'attendre. Au-delà de ça, on constate de plus en plus que les centres de rétention se carcérisent, si j'ose dire, de plus en plus. Hein, et pour le nouveau modèle de centre de rétention, notamment celui de Lyon, dont on entend parler beaucoup ces derniers temps, est une véritable prison et construite avec les normes pénitentiaires. Alors, à l'époque, bien évidemment, les centres étaient des lieux désaffectés et utilisés pour cela, notamment l'ancien centre de Lyon, c'est un ancien hôtel Formule 1. On parlait tout à l'heure de la caserne au Var, où c'est un bâtiment qui est adapté. Parlons aussi du CRA de 7, qui est un bâtiment qui est adapté. Mais les centres qui sont construits aujourd'hui sont de véritables prisons. Pourquoi les gens ne restent pas longtemps? C'est la loi qui le définit aujourd'hui. Mais l'architecture, en tout cas, des centres aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a une vingtaine d'années. Merci. Peut-être on va essayer de prendre encore 2 questions et donc des réponses les plus rapides possibles. Concernant les statistiques, comment peut-on expliquer la différence entre le nombre d'OQTF sans prononcer et le nombre d'expulsions? Alors, c'est une question extrêmement difficile à répondre, hein, puisque les facteurs sont multiples. Premièrement, il y a un nombre probablement très important d'OQTF qui sont pris vers des destinations qui ne sont tout simplement pas éloignables, hein, ce qu'on a connu notamment dans le Calaisis, mais notamment qu'on a connu avec l'enfermement de 2 ressortissantes iraniennes. Aujourd'hui, concrètement, on ne renvoie pas vers l'Iran, on ne renvoie pas vers la Syrie parce que ce sont des pays où les droits humains minimaux ne sont pas respectés. On a eu le cas pendant la période Covid de l'Algérie qui, pour des raisons sanitaires, avait fermé ses frontières et la délivrance d'OQTF contre des Algériens ne s'était pas arrêtée. Il y a ce premier élément de réponse. Après, les causes sont multiples. 300 000 OQTF, enfin, pardon, un tiers des OQTF de l'Union européenne, ça représente une masse considérable. Et l'absence d'examen de situation fait que les préfectures, les administrations seront plus enclines à perdre devant les autorités, les juridictions administratives. Encore une fois, ce sont des facteurs multiples. On peut aussi tout simplement se dire qu'un tel volume n'est tout simplement pas gérable par une administration, n'est juste humainement et matériellement pas gérable. Voilà, mais on est vraiment sur des causes multiples qui expliquent la défaillance de cette politique et qui se traduit, à mon sens, par une politique de chiffres complètement inefficace. Merci. Et peut-être pour essayer de mixer 2 questions dans la conversation, est-ce qu'on peut entendre 2 mots concernant les conditions de rétention à Lyon? On sait qu'il y a eu pas mal d'articles sur les conditions de rétention dans ce CRA-là. Et la question des visites dans les centres de rétention, notamment des bâtonniers ou des bâtonnières, mais peut-être aussi plus largement des parlementaires qui ont aussi un droit de visite. Quelles sont les conséquences de ces visites-là? Sur les conditions de rétention au centre de rétention de Lyon, on parle bien du CRA, ce qu'on appelle le CRA 2, celui qui a ouvert en janvier 2022, qui a fait l'objet de plusieurs visites ces derniers temps, notamment la visite récente d'un parlementaire et de Madame la bâtonnière de Lyon. Comme je le disais tout à l'heure, ce centre-là est construit comme une véritable prison. Et donc, à l'origine, c'est un centre qui devait nécessiter, d'après les projections, moins de ressources humaines, on va dire. Et alors qu'on se rend compte aujourd'hui, de par sa structure, ce centre a besoin de plus de ressources humaines pour fonctionner. Nos équipes ont subi une année 2022 extrêmement difficile.
du fait des conditions et des problèmes d'effectifs policiers. Et au-delà de ça, les personnes retenues vivent la rétention un peu plus difficilement que ce qu'on a connu dans le CRA numéro 1, dans la mesure où ils sont enfermés dans des zones de vie et leur possibilité de sortir et d'être en contact avec les autres partenaires, c'est 1 heure par jour. Et au-delà de cette heure-là, ils sont enfermés dans cette zone de vie sans aucune surveillance. Je dis aucune surveillance dans la mesure où, bien évidemment, il y a des caméras dans les couloirs, mais ce qui se passe dans les chambres, on n'a plus ce côté, si j'ose dire, humain qu'on avait dans l'ancien CRA où les personnes pouvaient se voir, pouvaient se croiser et tout le monde était là. Même s'il y avait de la tension était apaisée par le fait qu'il y avait de l'interaction. Mais la construction aujourd'hui de ce nouveau CRA rend un peu moins humain l'enfermement, si j'ose employer ces termes. Maintenant, sur la visite des parlementaires, ça fait partie de leur prérogative de le faire. Et il est important qu'ils le fassent. On a attendu, bien évidemment, la fin de l'année pour en avoir beaucoup. Le contrôleur de privation de liberté est passé il n'y a pas très longtemps à trouver ce centre inhumain. On attend impatiemment son rapport, donc une visite qui a fait l'objet de critiques, de beaucoup de critiques. Donc voilà, ça permet d'en parler et je pense qu'il est important de recevoir ou de voir ces parlementaires visiter ces lieux, en parler autant que possible pour éviter que ce qui est en tout cas construit aujourd'hui à Lyon ne soit pas le modèle de la rétention des prochains centres de rétention. Voilà. Merci. On va devoir enchaîner et parler. Je vais laisser la parole à Mathilde Buffière de l'ASFAM pour la prochaine prise de parole. Merci beaucoup, Paul. Alors, cette année, nos associations ont choisi pour thématique centrale pour ce rapport de traiter la notion de menace pour l'ordre public, comme vous l'ont déjà dit Jean-François et puis Adrien tout à l'heure. Et donc, je vais essayer de vous présenter en quelques minutes les grandes lignes de notre réflexion sur ce sujet-là. Alors déjà, pourquoi ce choix? C'était pas un choix simple, parce que c'est une thématique qui est très mal définie. C'est une thématique qui cristallise les débats autour de la question de la migration et qui favorise les amalgames qu'on va tâcher d'éviter maintenant entre étrangers et délinquants. Pour autant, c'est un choix qui nous a paru quand même assez évident, tant cette thématique a été cette année, en 2022, au cœur des discours et des directives du gouvernement, au cœur du projet de loi aussi qui avait été annoncé à la fin de l'année, et tant la mobilisation de la notion de menace pour l'ordre public a conduit cette année à une évolution inquiétante des pratiques de l'administration et des conditions d'enfermement dans les CRA. Alors déjà, pour rappeler, en termes de définition, la notion de menace pour l'ordre public, elle est clairement définie nulle part. Elle est très utilisée dans plusieurs articles du CESEDA. Elle fait partie, par exemple, des motifs qui peuvent fonder une obligation de quitter le territoire français. Elle fait partie des motifs qui peuvent permettre de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Elle est au cœur de l'ensemble des procédures d'expulsion. Elle est partout, mais malgré cette récurrence en fait dans les textes de loi, c'est une notion qui reste très imprécise et qui n'est pas clairement encadrée. De fait, elle reste largement à l'appréciation de l'administration et nos associations constatent régulièrement que l'administration peut se fonder parfois sur un simple signalement pour considérer que cette menace, elle est caractérisée, sans prendre réellement en compte la gravité des faits, leur actualité ou même leur réalité, en fait, sans même que la personne n'ait été condamnée pour les faits en question, et sans parfois non plus prendre en compte la situation individuelle de la personne sur le territoire, au-delà de cet enjeu de l'ordre public. Étant donné que c'est une notion qui est utilisée massivement par l'administration, on a constaté, et les chiffres le montrent, que les personnes sortantes de prison sont de plus en plus nombreuses dans les centres de rétention. Et ce, malgré les diverses problématiques que ce public particulier soulève et que nos associations ont largement soulignées à plusieurs reprises. Parmi ces problématiques-là, il y a la question de l'accès à un recours effectif, qui n'est pas toujours garanti pour les personnes sortantes de prison, dans la mesure où les décisions d'éloignement leur sont souvent notifiées pendant la période de détention, et donc à un moment où il n'y a pas un accompagnement juridique systématique qui est prévu, comme c'est le cas au CRA. Autre problématique particulière, c'est le fait que pour les personnes sortant de prison,
Cette nouvelle période de privation de liberté est souvent très mal vécue comme une double peine, très injuste, parce que en fait, les personnes viennent de purger la peine à laquelle elles ont été condamnées et se retrouvent encore et encore privées de liberté. Alors l'augmentation du placement en rétention des sortants de prison, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on constate depuis plusieurs années. Néanmoins, cette année, la volonté du gouvernement d'en faire une vraie priorité, s'est incarnée dans la publication d'une circulaire, le 3 août 2022 par le ministère de l'Intérieur. Cette circulaire, donnait des directives très claires, aux préfectures, en leur demandant, je cite, d'intensifier leurs actions pour renforcer encore l'efficacité de la chaîne de l'éloignement des individus connus pour troubles à l'ordre public. De fait, les consignes étaient limpides et cette circulaire, la publication de cette circulaire a constitué un vrai tournant dans l'évolution du public enfermé dans les centres de rétention. Donc, comme je disais, il y a eu beaucoup de personnes sortantes de prison qui ont été placées notamment à ce moment-là. Également de nombreuses personnes placées sur le fondement d'arrêtés d'expulsion ou de procédures pénales, ce qui était le cas de manière plus exceptionnelle avant, mais qui a explosé à ce moment-là. Et puis à l'inverse, dans certains centres de rétention où on avait beaucoup de personnes qui étaient placées sur le fondement de la procédure Dublin et interpellées par exemple en préfecture à l'occasion d'une convocation, et ben tout ce public-là, dans certains centres, a presque disparu en fait quasiment du jour au lendemain. Alors, la publication de cette circulaire, elle a eu pas mal de conséquences en pratique. Une des conséquences, ça a été la multiplication en fait des décisions d'éloignement ou de placement en rétention qui ne prenaient pas suffisamment en compte la situation individuelle des personnes. On en cite plusieurs dans le rapport. J'en citerai qu'une ou deux maintenant. Par exemple, on a rencontré des personnes qui ont été enfermées alors qu'elles disposaient d'un droit au maintien sur le territoire français dans le cadre d'une demande d'asile en cours. On a même eu des personnes qui disposaient de la nationalité française, ce qui montre bien que l'examen de leur situation au moment de l'interpellation n'était pas suffisamment sérieux. Autre conséquence, le maintien en rétention de nombreuses personnes, alors qu'aucune perspective d'éloignement réel n'existait. Adrien en a parlé tout à l'heure. Une des conséquences de cette pratique-là, c'est aussi l'allongement de la durée moyenne de rétention, qui, dans certains centres de rétention, a atteint jusqu'à plus de 30 jours. Autre conséquence assez notable de ces pratiques-là et de cette évolution, c'est la multiplication des situations dans lesquelles les personnes vont enchaîner plusieurs périodes de privation de liberté successives, donc des peines de prison suivies de périodes de rétention, puis de nouvelles peines de prison, etc. Et donc ça fait en fait des périodes d'enfermement de très très longue durée qui sont extrêmement compliquées à vivre pour les personnes. Et enfin, on a constaté aussi le maintien en rétention de personnes qui souffrent de pathologies lourdes, parfois psychiatriques, sans que leur état de santé ne soit vraiment pris en compte par l'administration et par les juridictions, et qui restent maintenus du coup au motif de cette menace pour l'ordre public qu'ils représenteraient. Alors toutes ces tendances-là, elles ne sont bien sûr pas nouvelles. Néanmoins, elles se sont beaucoup accentuées cette année et elles sont tout autant de facteurs qui conduisent en fait à l'augmentation des situations de tension dans les centres de rétention et des situations de violence. Alors, nous ne faisons pas le travail de comptabiliser les incidents et les situations de tension que nous rencontrons parce que c'est matériellement impossible, mais toutes nos associations font le constat de la fréquence et de l'intensification en fait de ces situations de bagarre, de violence, de vol, d'intimidation, de gestes d'automutilation, de gestes désespérés, de tentatives de suicide. Et puis dans les échanges avec les personnes que nous rencontrons, on constate aussi l'intensification de l'angoisse, des situations de détresse qui sont vécues par les personnes. Et on se rend compte que l'impact en fait de l'enfermement sur la santé physique et mentale des personnes qui le subissent est de plus en plus flagrant. Alors évidemment, toutes nos associations ont dialogué en fait avec les chefs de centre, avec le ministère de l'Intérieur, avec les autorités par rapport à cette évolution inquiétante. Mais malgré nos alertes à ce sujet, le projet de loi qui a été présenté à la fin 2022 par le gouvernement visait essentiellement à intensifier encore plus l'éloignement et l'enfermement des personnes
que l'administration considère comme une menace pour l'ordre public. Et cela passait notamment par le retrait des garde-fous qui protègent certaines catégories de ces personnes contre l'expulsion du fait de leurs liens forts sur le territoire français notamment. Alors, ce projet de loi a été reporté. En tout cas, il n'existe plus dans sa forme initiale telle que présentée à la fin de l'année dernière. Néanmoins, les orientations des autorités sur ce sujet-là semblent rester les mêmes et ne prennent pas acte en fait des réalités que nous avons documentées, nous, dans le rapport que nous publions. Voilà, je vais laisser la parole du coup à Dalia pour commencer sur la situation dans les outre-mer qui n'est pas vraiment plus réjouissante, malheureusement. Merci Mathilde et bonjour à toutes et à tous. Donc comme tous les ans, on a fait le choix de dédier une partie spécifique de ce rapport à l'analyse de la situation en outre-mer, où les pratiques et les constats diffèrent en partie de ceux de l'Hexagone. Ces différences, elles s'expliquent principalement par le droit dérogatoire qui s'applique sur une majorité des territoires d'outre-mer, mais aussi par une volonté politique affichée d'utiliser des moyens toujours plus importants pour lutter contre l'immigration irrégulière dans ces territoires où la question migratoire est souvent présentée comme la cause de tous les maux. Cette politique, comme on va le voir, s'exerce bien trop souvent en violation des droits des personnes étrangères concernées. Donc l'un des aspects saillants de cette politique, c'est la volonté d'enfermer et d'expulser à tout prix, puisqu'on comptabilise plus de 27 000 personnes qui ont été enfermées dans les 4 CRA, dans les 4 centres de rétention d'outre-mer sur l'année 2022, donc plus de 26 000 rien qu'au centre de rétention de Mayotte. Ces 27 000 personnes, donc ça représente plus de 63% du total des placements en rétention au niveau national, donc ce qui est assez énorme. Au regard de ces chiffres, il est assez clair que l'enfermement demeure la réponse privilégiée des autorités sur ces territoires, et ce, même lorsqu'il n'existe pas de perspective d'expulsion. Ici, les chiffres de la Guyane sont assez parlants pour illustrer ça. C'est en 2022, les Haïtiens et Haïtiennes ont représenté 38% des personnes enfermées dans le CRA de Matoury, alors qu'une seule d'entre elles a finalement été expulsée. Et donc, pour procéder à ces enfermements massifs, le droit dérogatoire, comme je l'ai évoqué, ainsi que d'importants dispositifs policiers permettent en fait aux autorités d'effectuer des contrôles et des interpellations systématiques et ciblées aux frontières, ainsi que dans de larges zones des territoires d'outre-mer, voire sur l'ensemble du territoire en fait à Mayotte. Cette volonté d'enfermement à tout prix, elle s'illustre aussi par un usage grandissant dans ces territoires des locaux de rétention qu'on a évoqués assez largement un peu plus tôt, pour lesquels donc, les conditions de rétention sont assez opaques et l'accès aux droits est particulièrement limité. Je vais pas revenir sur ce qui a été expliqué tout à l'heure. Mais donc avec, à notre connaissance, 5 locaux de rétention à Mayotte, un en Martinique, un à Saint-Martin et un en Guyane, l'administration donc dans les outre-mer augmente assez largement les capacités de rétention qui sont à sa disposition, tout en invisibilisant le sort des personnes qui sont enfermées. Après l'enfermement vient l'expulsion. Et dans les territoires d'outre-mer, elle arrive très rapidement. On peut ainsi parler d'une machine à expulser qui est tout autant expéditif qu'absurde. En effet, les centres de rétention des territoires ultramarins ils se distinguent par des taux d'expulsion qui sont bien plus importants que ceux qu'on peut constater dans l'Hexagone et par une rapidité de la mise en œuvre de ces expulsions qui est considérable. En 2022, donc, on avait 74% des personnes enfermées dans ces centres qui ont été expulsées. On est sur des chiffres quand même assez différents de ceux de l'Hexagone. Ici encore, donc, ces expulsions sont facilitées la rapidité de ces expulsions sont facilitées par le régime dérogatoire qui permet à l'administration en fait, de mettre en œuvre les mesures d'expulsion sans attendre que les personnes aient pu déposer un recours. Et ce recours, notamment le recours donc, contre l'OQTF, qui demeure la principale mesure, ne suspend pas l'exécution de l'expulsion
contrairement au droit qui est applicable dans l'Hexagone. S'il a été possible d'obtenir une autre voie de recours depuis quelques années pour les personnes qui sont enfermées dans ces centres à travers le référé liberté, les conditions de celui-ci sont bien plus restrictives que le recours classique contre une obligation de quitter le territoire. On est donc sur un droit très, très différencié pour les personnes étrangères dans ces centres. Et on voit ainsi assez régulièrement des personnes qui sont enfermées le soir pour être expulsées le lendemain sans avoir pu rencontrer l'association qui intervient dans le centre, ni avoir pu saisir un juge. Par ailleurs, nombre de ces expulsions s'exercent à destination des pays frontaliers, d'où les personnes peuvent revenir potentiellement assez rapidement, mais en prenant toujours plus de risques, malheureusement, et pour parfois être de nouveau renvoyées, et ainsi de suite, donc dans un cercle un peu de l'absurde, où le coût humain, mais également financier, est aussi insensé que dramatique, puisque les conséquences de cette politique sont en effet particulièrement graves pour les personnes étrangères. L'enfermement et l'expulsion dans ces territoires se décident trop souvent sans aucune considération pour la situation individuelle des personnes et sans contrôle d'un juge, bafouant ainsi assez souvent les droits fondamentaux de ces personnes. Et pire, même lorsqu'elles ont pu saisir un juge, il est arrivé à plusieurs reprises, notamment à Mayotte, mais aussi dans d'autres territoires, dont la Guadeloupe, que des personnes soient expulsées alors qu'elles avaient déposé un recours, donc, qui est un des rares recours donc, qui était suspensif, et qu'elles ont été expulsées donc, avant la décision du tribunal et donc de façon totalement illégale. Pour conclure, donc, avant de laisser la parole sur un focus un peu plus sur Mayotte, l'impact du droit dérogatoire sur le respect des droits des personnes étrangères est considérable dans les Outre-mer. Il participe aussi, et je pense, en tout cas, qu'il est important de le dire, à renforcer un schéma au sein duquel il est possible d'instaurer un régime plus défavorable dans les territoires ultramarins, qui souffrent déjà d'un sentiment d'ostracisme et dont les besoins en termes de justice sociale sont prépondérants. Et je laisse donc la parole à Gilles Foucault pour un focus sur Mayotte. Merci Dalia. Alors, donc pour ce focus sur Mayotte, tout d'abord un petit mot pour introduire un petit peu sur le rapport, puisqu'on a mis dans le rapport, on a évoqué la singularité de la rétention à Mayotte, et il paraissait pas inutile peut-être de resituer brièvement quelques éléments du contexte de l'île, avec tout d'abord le contexte migratoire qui est particulièrement exceptionnel et structurellement problématique, dans la mesure où on a une proximité géographique avec l'île d'Anjouan qui n'est qu'à 70 km des côtes mahoraises, Anjouan dont le développement socio-économique est beaucoup plus faible qu'à Mayotte, et aussi, au-delà de cette proximité géographique, une proximité culturelle et familiale, donc une population comorienne qui, jusqu'à pas si longtemps, n'était pas véritablement étrangère à Mayotte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 50% de la population mahoraise de nationalité étrangère vivant à Mayotte, donc très majoritairement des Comoriens, dont une grande partie en situation irrégulière. Et c'est ce contexte-là aussi qui a conduit le Conseil constitutionnel à déclarer légales les différentes dérogations qui s'appliquent sur le territoire mahorais dans le cadre de la loi Asile et Immigration sur la modification du droit du sol à Mayotte. Autre élément de contexte social, avec une très forte pauvreté, 77% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, une départementalisation qui 11 ans plus tard, n'a toujours pas réduit les inégalités sociales, les différences avec la métropole. Et enfin, un contexte sécuritaire particulièrement dégradé, une augmentation spectaculaire de la délinquance, où l'on voit exploser les principaux indicateurs. Pour ce qui est par exemple des vols avec violence, ils ont été multipliés par 4 ces 10 dernières années.
Donc, une population particulièrement excédée par cette situation d'insécurité, un État complètement dépassé tant par cette situation migratoire que par celle de l'insécurité. Et évidemment, on a évoqué le lien qui est très facilement fait entre immigration et délinquance. Cette immigration, on lui attribue donc tous ces mots, insécurité, délinquance, mais aussi saturation des services de l'accès aux administrations, avec des services très insuffisants et des administrations assez difficiles d'accès pour la population. Alors, c'est dans ce contexte que l'opération Wuambushu démarre, il y a donc depuis le 20 avril, donc quelques jours, et donc qui signifie la réponse de l'État à cette problématique d'insécurité face à une population très en attente, en réalité dans sa majorité. Une opération donc officiellement focalisée sur l'insécurité, sans lien officiel, du moins c'est le discours de la préfecture, sur des objectifs de reconduite des populations migrantes. L'augmentation éventuelle du nombre d'interpellations dans ce cadre, en fait, nous est présentée comme un dommage collatéral. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que toutes les dispositions ont bien été prises pour accentuer encore la célérité des reconduites que l'on dénonce dans ce rapport et que l'on dénonce depuis plusieurs mois. Alors, en novembre 2022, donc fin de l'année précédente, le Conseil constitutionnel, donc saisi de la question prioritaire de la QCP, a autorisé les contrôles d'identité systématiques sans limite de temps sur tout le département. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que du côté des services interpellateurs, ces contrôles se confondent avec une vérification du droit au séjour. Et ce qui fait que, dans les faits, en fait, la réponse de l'État à une situation sécuritaire se traduit finalement par le déploiement de grands moyens qui sont dédiés à la lutte contre l'immigration. Et c'est dans ce contexte donc, que notre équipe au CRA de Mayotte craint une nouvelle dégradation des droits des personnes protégées contre une mesure d'éloignement. Et ces craintes peuvent être illustrées par ne fût-ce que 2 chiffres qui sont tirés du rapport 2022. Tout d'abord, le nombre de personnes, de ressortissants français, 109 ressortissants français, parfois accompagnés de leurs enfants, qui ont été enfermés au CRA, un chiffre qui montre le caractère particulièrement lacunaire des vérifications et l'absence de discernement dans les décisions de placement. En gros, ici, à Mayotte, le placement en rétention est quasi systématique pour toute personne contrôlée qui ne peut justifier à l'instant d'une carte nationale d'identité ou d'un titre de séjour. Alors, toute personne, oui et non, puisque ça concerne que les personnes noires. Hein, donc, une réalité aussi à Mayotte, c'est sur toutes les routes de l'île, des policiers majoritairement blancs qui arrêtent des personnes noires, les mettent dans des camions grillagés qui, le soir, prennent la direction du CRA. Deuxième chiffre, c'est le taux, mais il a déjà été évoqué par Dalia, c'est le taux particulièrement élevé des reconduites. Donc, on est effectivement à plus de 75% à Mayotte de personnes éloignées par rapport au nombre de personnes retenues. Alors, ça aussi, ça a été évoqué, le temps strictement nécessaire à l'organisation de leur reconduite. Donc, il faut savoir que ici, l'administration a réduit drastiquement ce temps. J'ai évoqué les intégrations tardives en CRA qui se font en fin de journée. Le lendemain, les extractions pour le bateau pour Mayotte se font dès 7h30 du matin. Ça veut dire que le temps de rétention est réduit à quelques heures, principalement nocturnes, ce qui donne donc des moyens extrêmement réduits pour notre équipe d'intervenir. Donc une situation où les retenus ont très peu de temps et de moyens pour pouvoir défendre leurs droits. Ce qui se constate à travers les chiffres. Si on fait des comparaisons avec l'année 2019, on voit qu'on a eu 3524 personnes qui ont pu être soutenues par notre équipe,
qui n'était à l'époque que de 4 juristes. En 2022, avec une équipe de 7 juristes, nous n'avons pu voir que 3019 personnes. Alors donc, un recours de plus en plus difficile pour les personnes, de plus en plus de difficultés à faire valoir leurs droits. Et une des conséquences de cette organisation, donc dédiée à une massification des reconduites, le CRA de Mayotte est devenu en 2022 l'unique CRA, à notre connaissance, où des Français sont éloignés vers des pays tiers. Le recours en routine d'une procédure qui devrait rester exceptionnelle, à savoir les injonctions de retour, sont devenues monnaie courante, parfois sous astreinte monétaire. Voilà, donc en fait, pour conclure simplement, une politique du chiffre en matière de lutte contre l'immigration clandestine qui conduit ici à des procédures d'éloignement de plus en plus expéditives avec des conséquences évidemment désastreuses sur la protection des droits fondamentaux des personnes vivant à Mayotte. Merci beaucoup à toutes et tous pour ces 3 nouvelles présentations. Concernant les nouvelles questions qui ont été posées, concernant la menace à l'ordre public et l'instrumentalisation de cette notion, vous avez évoqué l'instruction donnée par le ministre à ses préfets d'enfermer en priorité les personnes sortant de prison. Elles sont davantage enfermées, mais est-ce qu'elles sont davantage expulsées? Peut-être Mathilde, si tu veux y répondre. Oui, je peux répondre, tout à fait. Alors, je ne vais pas avoir de chiffres très exacts en tête, mais a priori, effectivement, les personnes sortant de prison sont a priori plutôt moins expulsées que la moyenne. Alors comment l'expliquer? C'est un petit peu difficile d'avoir une seule réponse très nette. On peut penser que, potentiellement, c'est des personnes qui ont des attaches et des liens sur le territoire français relativement importantes pour certaines d'entre elles, et que du coup, l'obtention d'un laissez-passer n'est pas facilitée. Peut-être qu'aussi c'est une question de nationalité de ces personnes-là qui peuvent venir de pays qui également ne délivrent pas forcément facilement les documents nécessaires à l'organisation de l'éloignement. Et peut-être que j'ajouterais aussi que, au-delà de la question de l'éloignement, par contre, ce que l'on constate de manière très claire, c'est que les personnes sortant de prison sont en général enfermées en rétention plus longtemps. Les diligences pour l'organisation de l'éloignement devraient être effectuées en amont du placement en rétention et dès la période de détention, mais ce n'est clairement pas toujours le cas. Et en moyenne, du coup, les personnes qui sortent de prison restent du coup plus longtemps dans les CRA que les autres. Merci. Et peut-être pour compléter, une question de savoir si les personnes sortant de prison sont toujours autant placées dans les centres de rétention ou si c'est quelque chose qui a juste suivi les circulaires mais qui s'est tari aujourd'hui. Non, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas et a priori, c'est quelque chose qui se poursuit et qui se maintient depuis plusieurs années avec une accélération récente, mais c'est toujours le cas. Après, il y a également évidemment beaucoup de personnes qui sont interpellées dans le cadre de contrôles d'identité sur la voie publique ou dans le cadre de signalements pour des infractions, etc. Mais la proportion de sortants de prison reste quand même très importante. Merci. Et sur l'outre-mer, une première question concernant Haïti. Quid des expulsions vers Haïti alors que le pays connaît une crise en ce moment? Peut-être Dalia, si tu veux répondre à cette question. Oui, effectivement, Haïti connaît une crise politique, économique, sécuritaire depuis plusieurs mois. On en a quand même assez largement entendu parler. Et en fin d'année dernière, en novembre, le HCR notamment implorait les États de mettre fin au renvoi forcé vers Haïti et à délivrer en tout cas un droit au séjour ou une protection aux ressortissants haïtiens. Et pourtant, les expulsions se sont poursuivies, en tout cas depuis la Guadeloupe. En fin d'année, enfin, elles avaient déjà cours avant ces appels et elles se sont poursuivies après et encore en début d'année 2023. Donc autant les autorités administratives que les juridictions font fi en fait, de la situation à Haïti et malheureusement les expulsions perdurent. Concernant cette fois ce qui se passe à Mayotte,
Quelle est la situation actuelle dans le centre de rétention? Est-ce que vous avez des informations également sur les locaux de rétention qui sont créés en ce moment? Et concernant les personnes refoulées lundi par les Comores, quel en est-il de leur situation? Alors, je vais laisser Élodie Biguerama nous donner les dernières infos les plus récentes, puisqu'elle était au CRA aujourd'hui et elle a pu visiter le LRA. Élodie. Élodie, je crois qu'on ne t'entend pas. Non, toujours pas. Est-ce que Gilles, tu peux tout de même compléter Oui. Donc, sur le CRA, vous avez tous eu l'information selon laquelle le bateau qui devait emmener les personnes a dû faire demi-tour. Et à ma connaissance, donc j'ai pas eu les nouvelles du jour, mais à ma connaissance, il ne repart pas, en tout cas pas tout de suite. Donc on reste sur une situation un peu stationnaire. On nous a simplement annoncé la création d'un LRA supplémentaire et entre guillemets plus permanent de 40 places dans lequel les associations pourront intervenir. Je n'ai pas noté les deux autres aspects de la question. Non, mais c'était sur ce qui se passait aussi dans le centre de rétention en ce moment, et aussi des informations un peu sur les locaux de rétention qui peuvent être créés fréquemment à Mayotte, et notamment dans le cadre de l'opération Wambushu. Alors, c'est ce que disais, ouais, sur les 5 locaux de rétention habituels, on n'y a pas accès comme classiquement. Par contre, celui qui est créé pour l'opération, on a déjà pu le visiter. En fait, on a 2 associations à intervenir en CRA, donc qui ont été invitées à intervenir également sur ce LRA, mais dans des conditions, d'après ce qu'on a pu en voir, quand même assez précaires. Ceci dit, donc, pour le moment, avec la suspension des bateaux pour les Comores, on est sur, voilà, il n'y a pas encore eu d'éloignement massif. Du coup, a priori, mais ça, Élodie pourrait nous le confirmer, les nouvelles interpellations sont aussi un petit peu en stand-by, puisque le CRA, donc encore une curiosité, les personnes donc, qui ont déjà fait l'objet d'un éloignement et qui ont été donc rapatriées hier sont retournées en CRA. Donc on est pour le moment avec cette population sur le CRA de Mayotte. Voilà. D'accord, merci. Pas forcément concernant seulement l'outre-mer, mais une question sur l'impact de la rétention sur la santé, avec un constat de dégradation de la santé physique et mentale des personnes retenues, et un peu une question sur comment sont prises en charge les personnes. Est-ce que la prise en charge est adaptée dans les centres de rétention? Donc là, c'est pas que Mayotte ni l'outre-mer, évidemment, chacun et chacune peut prendre la parole pour essayer de répondre à cette question. Je veux bien commencer, pour, en tout cas, pas pour les Outre-mer, mais pour l'Hexagone. Déjà, on a des UMCRA qui sont à l'image du service public hospitalier un peu défaillant, sans vouloir abuser. Alors, c'est pour exactement les mêmes raisons, un manque de moyens et c'est des postes assez peu attractifs hein, en LRA, détention pour des médecins. Notamment, il y a la problématique de l'accès aux psychologues, hein, qui est censé être une garantie désormais, et pourtant, dans de nombreux centres, on ne trouve personne qui veuille assurer cette mission.
donc voilà, la problématique première est vraiment l'encadrement médical. Ensuite, je ne suis pas médecin, donc c'est compliqué de parler, mais il y a un énorme stress de l'attente, de la peur de l'éloignement, et on voit même physiquement sur les personnes qui font des rétentions longues que plus le temps passe, plus leur état de santé, leur état même moral, dirais-je, se décline. Quant à la sortie, après, bah, c'est des questions purement individuelles. Ce qui nous préoccupe, nous, en premier lieu, c'est notamment la multiplication et l'augmentation du nombre de personnes gravement malades qui arrivent dans les centres de rétention, qui ont un suivi médical qui ne peut pas être assuré dans la continuité et qui ont un impact irrémédiable sur leur état de santé. Juste pour ajouter à la réponse de Adrien, au-delà des difficultés en ressources humaines des centres, la question est, est-ce que toutes les personnes qui sont placées en CRA n'auraient pas besoin d'autre chose? Le constat que nous faisons, c'est que de plus en plus de personnes vulnérables ou psychologiquement atteintes se retrouvent en CRA. Donc, les personnes qui n'ont rien à faire là, pour qui les intervenants ne sont pas outillés pour les accompagner, se retrouvent en rétention aujourd'hui, alors que ces personnes auraient besoin d'une autre prise en charge. Le défaut de discernement dont on parlait se trouve aussi à ce niveau-là, des personnes qui auraient besoin d'une prise en charge vraiment dans des institutions spécialisées, se retrouvent en rétention et très souvent, elles font l'objet d'une prolongation de rétention, d'une rétention longue durée, et il est assez rare qu'on voit des certificats de compatibilité par rapport à ces situations. Donc, adapté ou pas, peut-être qu'un médecin peut le décider, mais le constat que nous faisons est qu'il y a des personnes qui, de notre point de vue, n'ont rien à faire en rétention. Peut-être je pourrais compléter. Merci beaucoup. Pardon. Non, vas-y. Désolée. Peut-être pour ajouter que, au-delà de la présence de l'unité médicale sur place dans les centres de rétention, se pose aussi la question de l'accès à des spécialistes pour assurer la continuité des suivis, qui n'est pas toujours garantie dans tous les centres de rétention. Voilà, c'est un autre des enjeux pour cette question du suivi médical qui se pose. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Céline Guillot pour la suite de ce webinaire. Et vous inquiétez pas, il y aura une dernière séance de questions-réponses possible à la toute fin de ce webinaire. Mon micro, Céline, on ne t'entend pas. C'est ballot, j'avais fait un beau début. Bon. Alors, merci à tous. Voilà. Comme chaque année, la rédaction de ce rapport est l'occasion pour nos 5 associations de produire des données statistiques fiables et uniques sur l'usage de la rétention, d'en dégager une analyse commune. En 2022, nous faisons de nouveau le constat d'un recours trop souvent abusif et disproportionné de la rétention. Donc là, on vient de le voir avec des placements de personnes gravement malades, des placements de mineurs, des placements de Français, une banalisation de la rétention, puisque c'est vraiment l'outil privilégié des politiques pour conduire à des éloignements, et pour autant, un allongement de la rétention dans sa durée globale et un allongement des durées moyennes inefficace pour autant. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ces points abordés par les intervenants lors d'un temps d'échange. Mais donc avant cela, je voulais présenter et vous dire qu'on avait le plaisir d'accueillir Madame Elsa Alasseur, qui va représenter le Défenseur des droits en sa qualité de responsable du pôle droits fondamentaux des étrangers, donc le DDD, comme on l'appelle entre nous, est une autorité indépendante chargée de contrôler et d'assurer les droits et libertés sur notre territoire. Donc, il s'intéresse particulièrement au public étranger, pour lequel l'accès aux droits fondamentaux est particulièrement complexe, et entre autres dans les centres de rétention.
Régulièrement, nos associations informent les services du défenseur des droits sur des situations particulières inquiétantes. En tout cas, nous sommes dans une relation où nous rapportons aussi de façon globale ce que nous pouvons constater dans les CRA. Et donc, forte de cette connaissance des problématiques sur les personnes étrangères, les équipes du défenseur des droits documentent la situation dans l'ICRA dans des rapports détaillés. Donc, je laisse, pour apporter ce regard complémentaire, la parole à Madame Elsa Alasseur. Voilà. Merci. Bonsoir, merci, bonsoir, merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation et j'en profite aussi pour vous remercier pour la publication de ce nouveau rapport, remercier l'ensemble des associations intervenantes en rétention puisque je voulais quand même souligner que pour nous c'est une source d'information extrêmement précieuse hein, parce que c'est un regard de l'intérieur qu'on n'a pas par ailleurs et donc tous les ans on le lit, mon équipe, l'ensemble des juristes de mon équipe notamment, et plus généralement l'institution avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Pour ce soir, voilà, l'idée c'était éventuellement effectivement de compléter un peu les constats qu'on peut être formés par vos associations avec ceux du DDD. Et évidemment, les constats se rejoignent, hein, puisque comme l'a souligné Madame Guyot, sur la source d'information hein, du défenseur des droits sur ce qui se passe en rétention, elle vient principalement des associations. On est principalement saisi par le biais des associations intervenantes en rétention. Avant d'entrer un peu plus dans le détail sur le fond des constats, juste peut-être quand même resituer pour l'ensemble des personnes présentes un peu l'institution du défenseur des droits pour ceux pour qui ce ne serait pas très clair, ses missions et puis peut-être aussi d'un point de vue plus pratique les modalités de saisine de l'institution et ce qu'on peut, nos possibilités d'intervention sur les réclamations que l'on reçoit en général et plus précisément sur la rétention. Donc, comme l'a rappelé Madame Guyot, le défenseur des droits, c'est une autorité constitutionnelle indépendante, donc la seule autorité constitutionnelle qui a été créée en 2011, c'est la fusion de plusieurs anciennes institutions, donc ces champs de compétences découlent de là. Il y en avait 4 à la base, aujourd'hui il y en a 5 puisqu'on a aussi compétence sur la protection des lanceurs d'alerte et donc 3 champs de compétences qui font plus particulièrement notre intervention sur la rétention. Donc d'abord la défense des droits et des libertés des administrés dans le cadre de leur relation avec l'administration. Ensuite la défense des droits des enfants, donc qui peut croiser du coup des problématiques rétention. Et puis aussi évidemment la mission de contrôle du respect par les forces de l'ordre ou les agents de sécurité de leurs obligations déontologiques. Et donc, dans ce cadre-là, également, on peut recevoir des saisines qui concernent les centres de rétention, donc des manquements au sein de ces centres, des manquements à la déontologie de la sécurité, allégués à l'égard des forces de l'ordre qui interviennent dans ces centres. Sur ces champs de compétences, le défenseur des droits, il a en réalité une double mission qui est à la fois, il y a une mission de promotion des droits, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui parce que c'est pas tellement ce champ d'activité-là qui concerne la rétention, et puis une mission de défense des droits qui se rattache aux missions des défenseurs des droits. Et donc, c'est sur cette mission de défense des droits que le pôle droits fondamentaux des étrangers notamment intervient. Et donc, c'est sur cette mission-là aussi que se rattache plus précisément l'activité du défenseur des droits en matière de rétention. Cette mission de défense des droits, elle se traduit au quotidien par le traitement de réclamations individuelles, hein, principalement, qui arrivent aux défenseurs des droits. Il y en a à peu près 100 000 par an. Avec ces réclamations, elles nous parviennent en général par 3 biais, donc soit par courrier, soit par une saisine par voie électronique, un formulaire sur le site du défenseur des droits en ligne qui permet de saisir l'institution. Ça peut être assez succinct dans l'allégation des griefs. Et puis, on peut saisir le défenseur des droits par le biais de délégués territoriaux. Donc, ce sont des bénévoles qui sont un peu plus de 500 actuellement et qui assurent des permanences physiques sur l'ensemble du territoire dans différents lieux. Donc, il y a la liste, pareil, sur le site du défenseur des droits. Et eux qui vont intervenir principalement par la voie de la médiation.
Donc, je ne développe pas trop non plus en avant l'action des délégués, même si sur l'activité générale de l'institution, elle est très importante, parce que c'est par le biais des délégués que sont traitées plus de 80% des réclamations de l'institution, en fait. Donc, on est sur un traitement local et principalement en médiation. Et puis, à côté de ces réclamations qui sont traitées localement par les délégués, donc il y a les réclamations qui vont être traitées par le siège, donc au sein de 2 directions d'instruction. Une direction qui s'appelle Affaires judiciaires et qui compte notamment les pôles défense des enfants et déontologie de la sécurité. Donc, ils vont traiter un certain nombre des réclamations qui portent sur le sujet de la rétention. Donc, pour la déontologie de la sécurité, quand fait état de manquement à la déontologie de la sécurité, de violences policières, où là, c'est plus un travail d'enquête qui va être mené par les juristes du pôle pour essayer de caractériser la réalité ou non du manquement en entendant l'ensemble des personnes en cause. Et puis après, pour formuler le cas échéant des propositions de sanctions si le manquement est avéré. Il y a le pôle défense des droits des enfants qui va intervenir plus spécifiquement sur la question de l'enfermement des enfants. Donc là, sur la base d'une position très constante de l'institution depuis de nombreuses années, qui est celle qui est aussi portée et régulièrement rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la prohibition de l'enfermement des enfants mineurs, quel que soit leur âge, dans tout lieu d'enfermement, donc centre de rétention, lieu de rétention administrative, voire lieu d'enfermement plus informel, type local de mise à l'abri qu'on peut trouver par exemple aux frontières, à la frontière franco-italienne par exemple. Donc là, c'est pareil, je ne reviens pas là-dessus, mais si c'est une grosse part de l'activité du défenseur des droits, moi, je vais me concentrer plus dans la présentation sur les constats qui sont formés au niveau du pôle droits fondamentaux des étrangers, donc, qui, lui, traite plus des saisines qui concernent donc, les étrangers majeurs, et donc qui va plus examiner la légalité, notamment des décisions qui sont prises à leur encontre dans le cadre de la rétention, donc que ce soit la mesure d'éloignement dont ils font l'objet, ou la mesure de placement en rétention en elle-même. Et donc, ces saisines rétention, que ce soit celles qui concernent le pôle droits fondamentaux des étrangers ou les autres pôles instructeurs, elles arrivent pour le coup pas forcément par le biais des voies de saisine classiques que j'ai évoquées, mais plus par le biais, par des voies qu'on a mis en place justement spécifiques pour pouvoir être réactif au regard de l'urgence de ces saisines. Donc, c'est par voie de courriel et donc principalement par les associations qui interviennent au sein des centres de rétention. Et donc, après, si jamais, je peux communiquer l'adresse notamment du pôle droits fondamentaux des étrangers sur laquelle il est possible d'adresser des saisines, étant précisé qu'évidemment, c'est vraiment un canal assez réservé aux saisines urgentes et principalement à la rétention, et que pour le reste, il faut passer par les voies classiques, puisque sinon, la gestion de la permanence de cette boîte générique devient ingérable. Voilà, et donc, pour après, donc, le traitement de ces réclamations, la loi organique relative aux défenseurs des droits, elle offre plusieurs moyens, à la fois des moyens d'information et puis différents types de pouvoirs qui peuvent être mis en œuvre. Alors, les moyens d'information, il y en a 2 principaux qui vont être utilisés. Il y a d'abord la possibilité de demander à l'administration en cause, donc pour la rétention, ça va être principalement pour nous les préfets, toute explication, information ou pièce utile aux défenseurs des droits dans le cadre de l'exercice de sa mission. Et l'administration en cause est en principe tenue de répondre. Donc, c'est prévu par la loi organique. Et ensuite, autre pouvoir d'information qui peut être utilisé par le défenseur des droits, c'est la possibilité d'effectuer des vérifications sur place, donc c'est possible aussi en centre de rétention. Pour l'instant, ce n'est pas un pouvoir qu'on a beaucoup utilisé en centre de rétention. Ça s'explique aussi par le fait que sur ce terrain-là, on a une compétence un peu partagée avec le contrôleur des lieux de privation de liberté, qui lui, le cœur de sa mission, c'est le contrôle de ces lieux-là. Donc voilà, sur le départage, mais c'est passé écrit nulle part, on a tendance à, nous, défenseurs des droits, traiter plus les réclamations individuelles et laisser plus le champ libre au CGLPL sur ce qui est le contrôle des conditions plus générales de rétention, parce qu'ils ont quand même une grosse expertise là-dessus, mais rien ne nous interdit d'effectuer aussi des vérifications sur place dans les centres de rétention.
en respectant le formalisme prévu par la loi organique. Et ça va, j'entends il n'y a pas de problème de son, hein, j'entends. Okay. Et après, donc, sur les pouvoirs que peut mobiliser le défenseur des droits pour traiter les réclamations, il y a d'abord un pouvoir de médiation. Donc pouvoir, là, c'est ce qui consiste à rechercher donc une résolution amiable du litige qui est présenté au défenseur des droits, donc en demandant pour la rétention, notamment au préfet, voilà, on formule une analyse juridique et au regard de laquelle on demande au préfet en général de lever la mesure de rétention ou de retirer la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'étranger retenu. Donc là, en fait, c'est le principal pouvoir qu'on mobilise sur les saisines rétention. Ça s'explique aussi par rapport au cadre temporel dans lequel s'inscrit la saisine rétention. On est sur une saisine urgente et avec en général aussi beaucoup de recours qui peuvent s'entrecroiser entre le JLD et les recours TA. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une limite assez importante sur notre intervention, c'est qu'on est, comme toute institution, on est soumis à l'autorité de choses jugées. Donc, tout ce qui est jugé, on ne peut plus le débattre devant le mis en cause. Et sur la rétention, quand les recours peuvent être exercés, ça peut aller, voilà, il peut y avoir un certain nombre de choses assez vite sur lesquelles on est un peu bloqué pour intervenir. Et après, à côté de ce pouvoir en médiation, il y a deux autres pouvoirs qu'on peut utiliser, qu'on utilise assez régulièrement, qui n'est peut-être moins dans le cadre de la rétention, mais qui sont la possibilité de présenter des observations devant les juridictions. Donc, à condition qu'un contentieux ait été élevé, hein, nous, on n'élève pas le contentieux nous-mêmes, mais si un contentieux a été élevé, on peut, en tant que tiers intervenant, présenter des observations devant la juridiction. Et on peut aussi formuler des recommandations à l'égard des mis en cause, des recommandations qui peuvent être individuelles, donc concerner directement la personne et la levée d'une décision prise à l'encontre d'une personne, ou des recommandations plus générales quand on va constater que l'atteinte alléguée par la personne en fait révèle un dysfonctionnement un peu plus global, une carence d'un texte ou vraiment une instruction manquante. On peut aussi formuler des recommandations pour que par exemple, la carence soit comblée. Et donc sur la rétention, le pouvoir d'observation dans les juridictions, on l'utilise peu pour une raison simple, c'est que ce soit le pouvoir de présenter des observations dans les juridictions ou le pouvoir de formuler des recommandations, là, ça va se matérialiser par le rendu d'une décision publique du défenseur des droits qui après va être accessible sur son site, et c'est toujours précédé par une instruction contradictoire qui est menée par les services auprès du mis en cause avec un délai de réponse. Enfin, on va faire une note à l'administration en cause exposant notre analyse juridique construite à partir des éléments qui ont été donnés par le réclamant, la personne qui nous saisit, qu'on appelle le réclamant. Et puis, une fois que cette analyse a été soumise à l'administration en cause, on lui laisse un certain délai pour nous répondre. Et passer ce délai, qu'elle ait répondu ou pas, à ce moment-là, on peut prendre une position publique. Et du coup, sur le délai de la rétention et sur les contentieux de rétention, on a une difficulté qui est qu'on ne peut pas mettre en œuvre cette instruction contradictoire, et donc on se prononce, si on se prononce, il faudrait se prononcer qu'en droit et donc pas forcément sur les faits invoqués dans la réclamation. Et après, il y a le pouvoir de recommandation qu'on a utilisé notamment sur la thématique rétention, mais plutôt dans le cadre de rapports un peu plus généraux. Donc là, c'est peut-être en fait finalement ce qu'on connaît le plus de l'activité des défenseurs des droits, c'est qu'à côté de tout ce traitement des réclamations individuelles, qui est un peu le cœur de notre activité au quotidien, on publie régulièrement pour rendre compte de notre activité. Des sommes un peu plus générales, voilà, ça peut passer par le biais de décisions cadres ou de rapports ou d'avis au Parlement aussi, puisqu'on est régulièrement sollicité, notamment quand il y a des projets de loi relatifs à l'immigration. Et donc, dans ces cadres-là, on peut rendre compte plus généralement de notre activité. Donc, sur la rétention, je ne vais pas citer tout ce qu'on a fait évidemment, mais peut-être juste quelques rapports qui peuvent être intéressants. En 2019, on a publié un rapport sur les étrangers malades avec une partie donc assez générale hein, sur
l'accès aux droits des étrangers malades, mais une grosse partie sur la rétention. D'ailleurs, largement alimenté par les constats qui étaient formés par les associations en rétention à l'époque. Et puis je vais revenir, on a déjà évoqué pas mal aujourd'hui, constats qui se sont largement dégradés sur la prise en charge sanitaire des personnes retenues. C'est un constat qu'on rejoint. Et puis après, sur les avis projets de loi signalés, on s'était prononcé en 2018 sur le projet de loi immigration et notamment sur l'allongement de la durée de rétention qui là aussi participe qui a été donc voté et qui participe à la dégradation des conditions de rétention actuelles. Et puis, on a aussi rendu un premier avis sur le projet de loi immigration qui est en cours qui a été suspendu, qui est actuellement suspendu, mais sur lequel on s'était prononcé au début de l'année, notamment sur la généralisation de la double peine qui était prévue et sur la neutralisation d'un certain nombre de protections légales contre l'éloignement qui en découlait. Voilà, donc il y avait des premières prises de position du défenseur des droits sur cet aspect-là, qui évidemment va être important dans la suite de ce qu'on aura à traiter en matière de rétention. Donc c'est évidemment un projet qu'on va surveiller de près, puisqu'on s'inquiète du fait que s'il était adopté, les constats qu'on forme actuellement sur la rétention ne pourraient qu'être aggravés, avec aussi pour nous des marges de manœuvre qui pourraient être plus limitées sur le traitement des réclamations individuelles, puisque comme ça a déjà été évoqué auparavant, on aurait un élargissement très fort du pouvoir d'appréciation de l'administration notamment sur l'appréciation de la menace à l'ordre public qui nous ferait qu'on aurait moins de prise légale pour contester les décisions prises. Voilà, donc ça c'est pour les constats un peu généraux. Après, sur les constats 2022, je ne sais pas trop de combien de temps je dispose. Enfin, globalement, ils rejoignent beaucoup les vôtres. Je dirais qu'il y a 3 grands points à souligner. D'abord, peut-être un constat quantitatif, alors à inscrire dans un constat qui dépasse le cadre de la rétention, puisque donc là actuellement la Défense à droit vient de sortir son rapport annuel d'activité 2022 et dans ce qui est souligné dans ce rapport, il y a déjà le constat d'une forte augmentation des saisines qui concernent généralement les droits des étrangers. C'est devenu en 2022 le premier motif de saisine de l'institution. Donc c'est un quart des réclamations reçues par l'institution qui concerne le droit des étrangers, et c'est pas un choix qu'un choix de l'institution de traiter le droit des étrangers. C'est révélateur d'une particulière difficulté des étrangers à accéder à leurs droits en France actuellement, et donc une très forte augmentation générale des réclamations en droit des étrangers. On a fait le calcul sur 4 ans, de 2019 à 2022, il y a eu une augmentation de 231% des saisines de droits des étrangers, alors que sur l'augmentation globale des réclamations reçues par l'institution, on se situe à 33%. Donc des chiffres assez significatifs et qu'on reconstate aussi sur les saisines rétention. Avec une augmentation entre 2021 et 2022 d'à peu près 50%. Et donc, on était pour ce qui est traité par le pôle droits fondamentaux des étrangers, donc parce qu'on a nos outils statistiques sur la rétention ne sont pas tout à fait performants, mais donc pour le pôle droits des étrangers, pour donner un ordre d'idée, où on fait un suivi de nos saisines, on était à une 60aine de saisines en 2021, on en a une centaine en 2022, donc on est passé de un peu plus d'une par semaine à plutôt 2 par semaine. Donc, situation que les associations intervenant en rétention estiment suffisamment grave pour devoir être signalées aux défenseurs des droits. Voilà pour le constat quantitatif. Après, donc à souligner peut-être sur les constats qualitatifs un manque d'effectivité qu'on constatait déjà auparavant, mais qui perdure d'un certain nombre de protections contre l'éloignement, avec des publics récurrents concernés. Donc 3 gros publics, les parents d'enfants français d'abord. On est très très régulièrement saisi de saisines qui concernent des difficultés à bénéficier de la protection contre l'éloignement en tant que parents d'enfants français, notamment des difficultés à pouvoir
à faire reconnaître la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, y compris là, sur les dernières saisons qu'on a eues de façon récurrente, quand en fait cette contribution à l'entretien de l'enfant, elle s'inscrit dans un contexte judiciaire et qu'il y a un jugement d'assistance éducative et donc des attestations fermes sur la participation du parent aux mesures prises par le juge et malgré ces attestations et malgré nos interventions en général, j'y reviendrai après, on ne parvient pas à faire établir la contribution effective à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, et aussi plusieurs saisines qui concernent des futurs parents d'enfants français, où là, il y a aussi une carence du cadre, puisque pour le coup, la protection qui est prévue par le CESEDA ne s'étend pas dans la loi aux futurs parents d'enfants français. Et donc, on a aussi de façon assez récurrente saisi sur ces situations-là. Ensuite, sur les publics protégés sur lesquels on est régulièrement saisi, ce sont les mineurs, les étrangers qui sont arrivés en France très jeunes, et donc qui devraient bénéficier d'une protection contre l'éloignement, puisqu'arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Là, en général, sur ces saisines, on est sur des problématiques de personnes qui avaient été incarcérées, et en général une problématique ordre public derrière. Et donc des personnes qui se voient notifier des OQTF en détention, qu'ils ne contestent pas, notamment puisque les délais de recours sont trop courts. Je reviendrai aussi sur les points d'inquiétude. Donc qui se voient notifier des OQTF alors que la loi, en tout cas pour l'instant, ne prévoit pas de réserve d'ordre public pour ce qui concerne les protections contre l'OQTF. Donc, on intervient sur ces saisines-là en soulignant l'illégalité des OQTF prises. Et ensuite, dernier public protégé sur lesquels on est régulièrement saisi, ce sont les étrangers malades. Donc, sur ce sujet, on s'était très largement prononcé dans le rapport de 2019, notamment sur les conséquences à l'époque de la réforme qui avait opéré une bascule de la compétence de rendre les avis médicaux des ARS vers les médecins de l'OFI, donc sur laquelle le défenseur des droits avait émis de fortes réserves. Et donc, dans le rapport de 2019, on dressait les premiers constats avec une baisse très drastique des avis favorables aux... Alors, je n'ai jamais su dire favorable ou défavorable, mais en tout cas, des avis favorables au maintien sur le territoire. Et on soulignait aussi dans ce cadre-là, même s'il avait été un peu précisé, les carences du dispositif de protection contre l'éloignement, et notamment l'absence de suspensivité du dispositif, c'est-à-dire que si une personne demande une protection contre l'éloignement en raison de son état de santé, donc dans ce cas-là, il y a une procédure qui implique que le médecin de l'INCRA doit saisir le médecin de l'OFI, mais tout ça n'est pas suspensif, donc la personne peut être éloignée avant même que l'OFI se soit prononcé, ce qui est évidemment problématique. Donc on avait formulé des recommandations sur ce sujet. En 2022, on a été un peu moins saisi sur les étrangers malades, mais ça reste un public qu'on retrouve de façon très, très récurrente dans les saisines. Et sur ces dossiers, ce qui explique aussi peut-être qu'on est moins saisi, on n'intervient pas forcément sur le fond de l'avis rendu par l'OFI quand ça implique de rentrer un peu en détail dans le débat médical, puisque là, on sort un peu de notre champ de compétences, parce qu'on n'est pas forcément médecin. Par contre, on intervient au moins à minima pour demander la suspension de l'éloignement le temps de la procédure, parce que même si ce n'est pas prévu par la loi, on estime que ça devrait l'être, et que du coup, au moins la personne ne devrait pas être éloignée le temps que l'OFI se soit prononcé. On demande aussi à ce que l'avis de l'OFI soit systématiquement communiqué à la personne pour qu'elle ait en main tous les éléments pour pouvoir se défendre. Et voilà. Et après, dans certains cas, on peut intervenir s'il y a un avis défavorable de l'OFI, mais je ne développe pas parce que c'est des subtilités. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est sur les constats, c'est des constats qu'on formait déjà avant 2022, mais qui perdurent. Et puis après, sur des points d'inquiétude, des points un peu plus saillants qu'on a pu voir émerger sur les saisines 2022, il y en a 3. Il y a le problème de l'effectivité du droit au recours, où là, on constate une forte dégradation. Alors, il y a des constats qu'on avait déjà formés sur les insuffisances aussi là, du cadre légal,
notamment pour les personnes en détention, notamment, on s'était déjà prononcé dans le cadre d'une QPC sur le délai de recours de 48 heures qui s'appliquait pour les OQTF notifiés en détention et qui ne nous paraissait pas adapté à la situation de détention. On s'est aussi reprononcé plus généralement là en 2022 dans le cadre d'un avis sur le projet de loi de finances pour 2023 sur le délai de 48 heures sur les OQTF sans délai en général, qui est trop court pour que les personnes puissent effectivement accéder au juge. Et puis, on s'est aussi prononcé, parce que c'était aussi un enjeu de la prochaine réforme. Voilà, et pour l'instant, ça n'a pas été, il n'était pas projeté de le modifier de façon très substantielle. Et puis, sur ce sujet de droit au recours effectif, ce qui nous inquiète aussi un peu plus, c'est qu'on a constaté là plus récemment qu'on est de plus en plus saisi sur des situations de personnes qui ont exercé, qui ont pu accéder au juge, qui ont exercé un recours et qui sont éloignées en violation du recours suspensif qu'elles ont exercé. Là, c'est des saisines qui nous sont pas mal arrivées depuis la fin de l'année 2022, aussi 2023, ou des saisines ou des alertes qui nous ont été faites. Notamment, on a eu ces alertes au mini-LAMLO avec la CIMAD qui s'est retirée là pour plusieurs mois. Et jusqu'à présent, on était informé de violations de recours suspensifs, mais plus sur Mayotte, où notamment le président du tribunal de Mayotte nous envoie régulièrement des décisions qui ordonnent le rapatriement de personnes qui ont été éloignées en violation de ce recours. Et donc là, nous, c'est le sentiment qu'on a, mais que vous confirmerez sans doute, on a le sentiment que cette pratique de non-respect des recours suspensifs s'élargit un peu plus généralement à l'ensemble du territoire, et on regarde ça avec beaucoup d'inquiétude. Ensuite, deuxième point d'inquiétude, c'est sur les conditions de la prise en charge sanitaire des personnes, notamment des pathologies psychiatriques. Là, c'était déjà un de nos points d'alerte dans le rapport de 2019, et donc évidemment là-dessus, on craignait, mais ça se confirme, l'allongement de la durée maximale de rétention nous semble avoir contribué à une forte dégradation de la situation. Et donc, on est saisi à côté des situations individuelles dont on peut être saisi. Il y a plusieurs CRA sur lesquels on est saisi sur la situation un peu plus générale de cette prise en charge sanitaire. Et donc, c'est des instructions qu'on va mener là dans les mois à venir. Sur ces conditions de prise en charge, donc avec des choses qui ont déjà été évoquées, plusieurs facteurs qui se croisent, un manque de médecins, un manque de spécialistes, une carence de certains UMCRA, et puis aussi une défaillance des cadres juridiques, là encore, sur lesquels on a déjà formulé des recommandations, mais qu'on va certainement réitérer, notamment sur la question d'établir l'incompatibilité d'une situation avec la rétention, la question de savoir qui est compétent pour constater cette incompatibilité, notamment, est-ce que ça peut être le médecin de l'UMCRA, si c'est le médecin de l'OFI, comment il forme le constat. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de cadre dit, et donc il y a des jurisprudences disparates et des pratiques disparates qui sont défavorables à la protection des droits des personnes. Voilà. Et ensuite, dernier point d'inquiétude, c'est pour conclure sur une note peut-être pas très optimiste, mais c'est important aussi de le questionner, c'est sur l'efficacité de nos propres interventions en médiation, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur la rétention, c'est notre principale modalité d'action pour l'instant, elle est sur la médiation, et donc concrètement, on saisit par le biais d'un courrier le préfet sur les situations dont on est saisi, donc pour demander la levée de la rétention. Et donc là, on a fait effectuer pour l'activité du pôle droits fondamentaux des étrangers un suivi sur 2022 pour essayer de mesurer un petit peu le nombre de règlements amiables qu'on pouvait obtenir ces situations, et il est plus que faible. C'est-à-dire que, alors c'est toujours un peu compliqué sur le contexte de la rétention, parce que les administrations ne répondent pas tout le temps. Il y a des personnes qui sont libérées où notre intervention a pu jouer parmi d'autres choses, et bon, c'est toujours difficile de mesurer quelle a pu être la part de l'intervention du défenseur des droits dans la libération de la personne.
personnes, mais si on regarde les réponses express positives qui nous ont faites par les préfets, on en a compté 3 sur des situations avec des attentes très manifestes, donc notamment un réfugié statutaire, une personne en situation régulière, et puis une mère parent d'enfant français. Voilà, donc sur la centaine de saisines qu'on a reçues, c'est très faible, mais ça nous engage à réfléchir aussi aux autres modalités d'intervention qu'on pourrait mettre en œuvre sur la rétention, notamment peut-être des interventions au contentieux exclusivement en droit, parce qu'on ne peut pas faire de contradictoire. Évidemment, la mobilisation du pouvoir de recommandation, même si après il a cette limite aussi, c'est des recommandations qui ne sont pas contraignantes. Voilà, et puis ouais, et juste une petite précision aussi sur le fait que en tout cas l'articulation des pouvoirs du défenseur des droits sur la rétention, savoir qu'il y a un certain nombre de saisines rétention aussi par contre qui peuvent ensuite se transformer en saisine non rétention, y compris quand les personnes sont éloignées, et donc même si l'intervention en médiation peut ne pas aboutir sur la rétention, on peut aussi poursuivre s'il y a mais c'est encore une fois sous réserve que les personnes accèdent au juge. On peut présenter des observations dans le cadre d'un contentieux, y compris quand la personne est éloignée, mais donc évidemment et on l'a fait récemment, mais ça, pour le coup ça n'a pas été suivi. Mais voilà, d'autres pistes à explorer, mais évidemment sous réserve que la personne accède au juge, donc ce qui rejoint notre inquiétude sur l'effectivité du droit au recours. Ouais. Merci beaucoup, Madame Lasserre, pour cette présentation. Peut-être on peut prendre quelques questions, mais très rapides, car le temps file. Une question concernant justement la protection liée à la santé. Avec cette question, il y a 20% de protection, de procédures favorables de protection sur la santé en rétention, et ce chiffre est de 60% hors rétention. Comment on peut expliquer ce delta entre 20% dans les centres de rétention et 60% si les procédures sont faites hors rétention? C'est une question qui s'adresse à moi. Vous pouvez y aller, ou si quelqu'un d'autre veut répondre. Moi, je pense que ce sera à compléter par des intervenants en rétention, mais en tout cas, c'était le même ratio qu'on constatait déjà en 2019 de mémoire. Et bon, déjà, il faut savoir que la procédure de protection contre l'éloignement en rétention, elle est beaucoup moins protectrice que hors rétention, parce que c'est plus une procédure collégiale, c'est un seul médecin de l'OFI qui se prononce, donc ça réduit les garanties. Et puis en plus, c'est une procédure dédiée, donc le médecin de l'OFI sait qu'il se prononce sur une personne qui est placée en rétention. Peut-être que ça peut aussi influer le sens de la vie. Mais... Très bien. Peut-être une question un peu piquante, mais vous avez commencé à l'évoquer dans votre présentation. Est-ce que les préfectures respectent les différentes décisions, les différentes recommandations que vous pouvez faire? Et si oui ou sinon, en tout cas, pourquoi et comment vous évaluez cette réponse de l'administration? C'est une question qu'on se pose au-delà de la rétention, plus généralement sur le droit des étrangers. Et depuis quelques années, je pense qu'il y a une forte dégradation de l'accès au droit, et sur le droit des étrangers, sur la médiation, on a de plus en plus de difficultés à obtenir des réponses de l'administration, parce que l'administration est tenue de nous répondre, mais elle n'est pas tenue évidemment de faire droit à la demande de médiation qu'on fait. Donc elle est tenue, par exemple, si on lui demande des pièces, elle est tenue de nous les communiquer, et si on n'avait pas les pièces dont on avait besoin, on pourrait saisir le juge des référés. Après, on ne peut pas saisir le juge pour forcer l'administration à entrer en médiation. Et c'est vrai qu'il y a des postes qui sont liés, je pense, au contexte et aux orientations politiques générales qui sont prises. Il y a la possibilité, en tout cas, d'être entendu sur le terrain de la médiation par certaines préfectures. Elle est de plus en plus difficile, et on est, en tout cas, sur le pôle droits fondamentaux des étrangers, en comparaison avec d'autres pôles de l'institution, on a un pôle qui présente beaucoup d'observations devant les juridictions. Je pense que c'est significatif aussi d'une certaine forme d'échec des voies d'intervention plus souples. C'est-à-dire que, et là je parle aussi au-delà du cadre de la rétention, on l'a vu aussi beaucoup sur l'accès aux préfectures, c'est que de plus en plus les personnes
la seule façon qu'elle pouvait avoir d'accéder à un guichet, c'était finalement d'aller saisir le juge des référés, là où auparavant une intervention en médiation aurait pu être efficace. Voilà. Après, il y a quand même on a quand même, enfin, sur la rétention, le taux de règlement amiable est très faible. Sur plus généralement les saisines droits des étrangers, on a quand même un taux de règlement amiable qui est plus satisfaisant. Donc je fais pas une généralité. Il y a évidemment des préfets qui vont déjà qui vont effectivement revenir sur leur décision après nos interventions en médiation. Et puis sur des recommandations plus générales, notamment des recommandations un peu ciblées, par exemple sur pareil, là c'est pas forcément sur la rétention, mais sur par exemple des carences dans des listes de pièces des préfectures qui auraient des exigences illégales et tout ça, on a pu voir des recommandations suivies avec des instructions prises pour mettre un terme à la pratique pour l'avenir, des modifications de listes, des choses comme ça. Merci beaucoup. Eh bien, pour clôturer et conclure ce webinaire, je vais laisser la parole à Fanelly Carré-Combe. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis la secrétaire générale de la CIMAD. Et donc, quelques mots peut-être pour conclure rapidement ce webinaire. D'abord, cette conclusion, c'est l'occasion de dire merci. Donc, de dire merci aux participantes et aux participants. Vous étiez 125 à avoir assisté à ces 2 heures de débat. Dire merci évidemment aux membres de nos associations qui ont présenté ce soir le rapport et puis qui ont œuvré à sa publication et à sa rédaction. C'est un gros travail de recueil de statistiques et d'écriture. Donc, merci beaucoup pour ça. Et un merci particulier, bien sûr, à Madame Alasseur pour sa présence, pour ses interventions et ses analyses. Et c'est l'occasion, je crois, de redire que ce rôle du défenseur des droits et des autorités administratives indépendantes est vraiment essentiel dans cette période où nous avons plus que jamais besoin de contre-pouvoirs démocratiques. Donc, merci pour ça et merci pour votre présence. Je voudrais peut-être conclure aussi en rappelant pourquoi est-ce que nous faisons ce rapport rétention et pourquoi est-ce que nous faisons ce webinaire tous les ans autour de plusieurs enjeux. Je crois que le premier enjeu, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est d'une part de porter cette parole commune à nos associations. Cette parole commune, nous y tenons. Cette parole commune, elle est précieuse pour qu'au-delà de nos spécificités et de nos nuances aux uns et aux autres, nous puissions produire ensemble ce travail de statistiques, de constats et d'interpellation, ce d'autant plus, comme vous l'avez vu, que nous avons beaucoup de choses à dire, à raconter et à dénoncer. Donc, c'est toujours extrêmement important. Le deuxième enjeu, c'est la mise en visibilité de ce qui se passe derrière les murs et les grilles des centres de rétention administrative, des locaux de rétention administrative, qui sont malheureusement trop peu connus du grand public. Et nous croyons qu'il y a un enjeu là aussi de transparence démocratique, de mobilisation des citoyennes, des citoyens, de l'opinion, des médias, des autorités, pour faire en sorte que les pratiques, parfois, souvent même indignes, illégales, que nous dénonçons ici, ne restent pas dans l'ombre, justement, derrière ces grilles et ces murs, mais soient mises au cœur du débat public et du débat démocratique. Le troisième enjeu, c'est de montrer aussi année après année quelles sont les principales évolutions. Et je crois que là, vous l'avez bien entendu sur ce que nous avons pu vous présenter ce soir. Il y a peut-être 2 dimensions un peu transverses qui sont mises en avant. La première, c'est ce qu'on a pu caractériser comme une politique du chiffre de plus en plus affirmée, une spirale inflationniste autour de cette obsession permanente de l'enfermement et de l'expulsion qui conduit en fait à des décisions de plus en plus prises au-delà de tout discernement, de plus en plus de pratiques hors cadre légal, des violations de droits pour des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes malades, des enfants, mais pas que, bien au-delà. La deuxième caractéristique peut-être de cette année, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure aussi autour de l'impact des 2 circulaires du ministre de l'Intérieur et qui ont mis au cœur des pratiques et des réalités cette notion de menace à l'ordre public qui produit aujourd'hui toutes les interprétations abusives et les distorsions de droit et les violations de droit qu'on constate autour de ça dans les centres de rétention administrative dans lesquels nous intervenons. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Eh ben, on espère que ce webinaire, ce travail de rapport et ces débats que nous avons, ils vont permettre une mobilisation à l'heure où, je crois que c'était aussi une des questions qui était posée, le ou les projets de loi, alors
priori, ça serait plutôt un projet de loi si on doit écouter ce qu'a dit la Première ministre tout à l'heure, mais repoussé à l'automne ne va pas diminuer les dangers et les reculs de droit que nous avons dénoncés à travers ce webinaire. Au contraire, sont contenus aujourd'hui dans les textes en cours et en préparation des mesures qui vont encore renforcer les abus et les distorsions de droit que nous avons dénoncées à l'occasion de ce webinaire. C'est la question du renforcement des logiques de double peine, c'est la question de diminuer encore les protections contre l'expulsion, c'est la question de rendre encore plus prégnante et inscrite dans les textes de loi cette notion de menace à l'ordre public. Donc on voit bien que les choses qui sont aujourd'hui dans le débat et dans les tuyaux entre guillemets gouvernementaux ne vont pas arranger la situation que nous avons dénoncée ici. Donc nous espérons qu'à travers ce travail que nous faisons d'analyse, de décryptage, de mobilisation, nous permettront de retrouver peut-être, j'ai envie de dire, de la raison et de la justice dans tout ça. De la raison parce qu'on est face à un système complètement absurde, on l'a dit, quand la moitié des personnes enfermées en métropole sont libérées essentiellement par les juges, soit parce que leurs mesures d'éloignement étaient illégales, soit parce qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre, et de la justice parce qu'on voit bien aujourd'hui les conséquences dramatiques en termes de santé et de dignité des personnes que ces politiques publiques d'enfermement et d'expulsion ont sur les gens. Et donc on espère vraiment retrouver ce sens de la raison et de la justice pour finir par reconsidérer enfin ces politiques d'enfermement et d'expulsion. C'est à cela que nos associations appellent de nos voeux et nous espérons que les prochaines semaines et les prochains mois ne seront pas toujours synonymes de mauvaises nouvelles, mais qu'on arrivera à faire évoluer les choses dans un sens plus positif pour toutes et tous. Voilà ce que je pouvais vous dire en conclusion. Et donc, je crois que maintenant, Paul,